toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour le magazine de la rédaction. 1 heure ensemble pour revivre l'actualité de cette semaine. On débute avec une petite séance de rattrapage pour celles et ceux qui auraient manqué le dossier de la semaine avec David Neeman, consacré à la Syrie. Après 13 ans de guerre, des centaines de milliers de morts et un régime qui s'est effondré, la chute d'Assad n'a pas mis fin à l'histoire syrienne. Elle en a ouvert un nouveau chapitre, mais tout aussi incertain. Qui sont les nouveaux maîtres de Damas ? Jusqu'où iront leurs ambitions et surtout quels sont les acteurs régionaux qui cherchent déjà à façonner la Syrie de demain. Pendant plus d'un siècle, la Syrie a vécu sous la chape de plomb du Parti Baas, une idéologie nationaliste calquée sur le mirage de l'ancienne alliance panarabique de la République arabe unie qui, à la fin des années 50, avait uni la Syrie et l'Égypte. Ce modèle s'est éteint dans le sang d'une guerre civile interminable. Aujourd'hui, Damas tente de respirer. C'est le grand défi du gouvernement de transition, faire table rase du passé sans sombrer dans le vide institutionnel. Pour faire connaissance avec la nouvelle Syrie, il faut plonger dans un nœud géostratégique hautement inflammable. Le pouvoir central tente de remettre sur pied une puissance militaire exsangue et de redonner de la consistance à des perspectives économiques plombées par des années de blocus. Les administrateurs se réorganisent, mais l'appareil d'État reste profondément marqué par les structures bureaucratiques héritées de l'ancien régime. Et puis, il y a la question des comptes à régler. La relation complexe de la Syrie avec la Russie a sauvé le régime pendant 10 ans, avant de le laisser s'effondrer. Aujourd'hui, Bachar al-Assad vit toujours en exil à Moscou sous la protection du Kremlin. Une présence qui pèse comme un fardeau diplomatique. À Damas, l'idée d'un procès historique commence à germer. Comment juger un homme protégé par une puissance nucléaire ? En attendant, le pays danse sur un volcan. Entre reconstruction des infrastructures et déminage politique, la transition est menée par le nouveau leader, l'ex-djihadiste Ahmad al-Shara. Elle est observée par le monde entier. Conscient du rôle de carrefour joué par ce pays, le fantôme de la dictature rôde encore, tandis que la population attend des preuves concrètes. Le changement ne doit pas être qu'une façade. C'est une métamorphose qui laisse les chancelleries occidentales perplexes. L'ancien chef de guerre s'affiche désormais dans le costume du réformateur. Mais le passé ne s'efface pas si facilement. Derrière cette façade polissée, la question obsède les services de renseignement. A-t-on affaire à des djihadistes non repentis, passés maîtres dans l'art du double discours ? Pour ses partisans, le président incarne une évolution pragmatique, un nationalisme syrien qui a su rompre avec le terrorisme pour s'ancrer dans la réalité de l'État. Mais pour ses détracteurs, c'est l'illusion al-Shara. Une stratégie de communication calibrée pour rassurer les bailleurs de fonds internationaux et stabiliser l'économie. Une stratégie de normalisation qui fonctionne. Le nouveau leader syrien a réussi à briser l'isolement international. Reçu avec les honneurs à l'Elysée, il reçoit aussi le soutien de Donald Trump. Lors du récent voyage du président américain en Arabie Saoudite, ce rapprochement est scellé sous le parrainage actif de MBS. Pour Washington et Riyad, al-Shara devient le partenaire incontournable pour stabiliser la région. La personnalité ambiguë du nouveau président syrien continue de souffler le chaud et le froid. La Syrie officielle se veut inclusive, moderne et fréquentable pour l'Occident. Mais sous cette apparente respectabilité politique et diplomatique, l'appareil sécuritaire reste verrouillé de l'intérieur par les anciens lieutenants d'Idlib. Un jeu d'équilibristes hautement risqué. À Damas, le paysage diplomatique subit une métamorphose pour le moins radicale. Longtemps inféodée à Téhéran, la nouvelle direction syrienne coupe un à un les ponts visibles avec la République islamique. À la place, les tapis rouges sont déroulés pour les émissaires de Riyad. L'Arabie Saoudite apparaît comme le nouveau parrain, prêt à financer la reconstruction économique du pays pour arracher définitivement la Syrie à l'influence perse. Mais derrière les sourires de façade se cache une ambiguïté stratégique et idéologique avec l'Iran et le Hezbollah. Sont-ils devenus des ennemis jurés, de simples rivaux économiques ou restent-ils des associés potentiels et indirects dans le djihad contre Israël ? Ces questions se posent. Ahmed al-Shara, le nouveau maître syrien, sait qu'une rupture trop brutale avec Téhéran pourrait déstabiliser ses propres frontières, notamment celle avec le Liban, où les risques de confrontation restent permanents. Cette position intermédiaire place le pays dans une situation inconfortable. D'un côté, la tentation de se rapprocher du bloc sunnite pragmatique. De l'autre, la pression des réseaux pro-iraniens qui n'ont pas dit leur dernier mot. La frontière avec le Liban est devenue une poudrière. Le gouvernement syrien y déploie des troupes pour afficher le contrôle de ses frontières, tout en sachant que le Hezbollah utilise encore des canaux souterrains.
Pour le nouveau pouvoir, l'enjeu est vital, obtenir les milliards du Golfe sans basculer dans une nouvelle dépendance, tout en évitant une guerre ouverte avec ses anciens protecteurs chiites. L'Iran est sous les projecteurs, mais c'est peut-être Ankara qui pourrait sortir gagnant de cette séquence sans tirer un seul missile. Recep Tayyip Erdogan avance ses pions au Moyen-Orient. Syrie, Liban ou monde musulman, le président turc veut s'imposer comme le grand bénéficiaire du nouvel ordre régional, avec en toile de fond une hostilité affichée envers Israël. Un sujet signé Océane Nicole. Si les yeux sont tournés vers l'Iran, les États-Unis et Israël, un pays tente en silence de sortir gagnant de cette guerre, la Turquie. Ankara cherche à tirer parti du bouleversement régional, le tout sans s'impliquer directement dans le conflit. La Turquie est restée notamment à l'écart, contrairement au Qatar et au Pakistan qui ont joué un rôle de médiateur. Mais ce silence n'est que surface car en coulisses, Ankara renforce son influence au Moyen-Orient. Une posture qui s'inscrit dans une tradition diplomatique turque, rester en dehors des grands conflits mondiaux tout en cherchant à exploiter le vide des puissances. Avec la chute de Bachar al-Assad, la Turquie souhaite renforcer son rôle en Syrie, mais aussi au Liban et dans le monde musulman. Et Recep Tayyip Erdogan a trouvé le moyen de s'attirer de nouveaux alliés dans la région, sa haine ouverte d'Israël. Le régime sioniste est une véritable plaie purulente, une usine à discorde, engendrant constamment des troubles sur un vaste territoire. Il faut arrêter Israël, c'est le devoir de l'humanité. Si les deux pays entretenaient pourtant des relations diplomatiques, commerciales et touristiques, le 7 octobre a bouleversé l'équation. Recep Tayyip Erdogan s'est affiché proche du Hamas. Le pays a même ouvert ses portes aux dirigeants de l'organisation terroriste désireux de quitter la bande de Gaza. En plus du Hamas, la Turquie est aussi très proche des frères musulmans. En 2014, le guide spirituel des frères musulmans, Youssef al-Qaradawi, avait même affirmé qu'Erdogan est en quelque sorte le calife actuel des musulmans et Istanbul est sans aucun doute la capitale du califat islamique. Ankara compte bien étendre encore plus son influence dans la région et dans le monde chiite. Et Donald Trump, sans le vouloir, aide indirectement son homologue turc en suggérant que la Syrie s'occupe du dossier du Hezbollah au Liban. Je suggère à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, car pour être honnête avec vous, je pense qu'ils s'en sortent mieux. Si Donald Trump pense que la Syrie est capable de désarmer le Hezbollah, peu de chance qu'Ahmed al-Shara puisse réellement se mettre à dos l'organisation chiite libanaise. Les blessures de guerre ne sont pas toujours visibles et pour ceux qui reviennent du front, la reconstruction peut durer des années. En Israël, l'association Belev Echad accompagne les soldats blessés physiquement ou souffrant de stress post-traumatique à travers le sport, le dépassement de soi et surtout le soutien du collectif. Un combat pour retrouver un sens à la vie et ne jamais affronter ses blessures seul. Un reportage signé Mathias Inbar. Un tremplin pour la vie. Voilà les nouveaux programmes lancés par l'association Belev Echad, fondée en 2008 pour répondre aux besoins des forces de sécurité israéliennes, blessés de guerre et souffrant de troubles post-traumatiques. Les responsables de l'association ont estimé qu'il fallait mettre aussi en place un programme spécifique d'initiative et de développement personnel, comme les activités de sport de combat, le MMA. J'ai rejoint l'association il y a 7 mois, après de multiples opérations complexes et une longue rééducation. En tant que commandant de blindés, j'ai été gravement blessé par balle d'un tir de sniper à Gaza. Ma vie a changé. Cela me donne des outils pour revenir à une vie quotidienne normale. Cela réduit mon stress. C'est tellement bon de ne pas se sentir seul. On se reconstruit ensemble. C'est dans un hôtel 5 étoiles, au-dessus du lac de Tibériade, que nous retrouvons ces hommes et ces femmes. La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas avant de passer un Shabbat ensemble. C'est aussi l'enjeu de ce type d'événement. Être capable de former un groupe, de consolider un groupe. À l'image de Yoni, tankiste, blessé grièvement à la jambe pendant la guerre à Gaza, qui participe au programme de course. Il ne court pas pour fuir, mais pour la vie. Ma petite sœur, gravement malade il y a quelques années, m'a fait la promesse de participer au marathon de New York si elle se remettait d'une transplantation de moelle osseuse que je lui ai donnée il y a 10 ans. Promesse tenue. En novembre 2026, nous participerons ensemble.
C'est une victoire. J'ai été blessé à la jambe, j'avais des éclats de partout dans le corps. Je souffrais de syndrome post-traumatique. J'ai rejoint Beled Echad et leur programme spécifique de course. Ils m'ont appris à courir doucement, étape par étape. Je ne voyais aucun objectif à cela puisque je souffrais, tant à cause de mes blessures que de la fatigue. Mais je cours aujourd'hui 4 fois par semaine, plusieurs dizaines de kilomètres par semaine. Et je ne suis pas le seul. C'est un remède contre le stress. C'est comme un objectif de vie. Ces blessés sont de plus en plus jeunes, pour la plupart atteints au cours de ces 3 dernières années. Il y a aussi davantage de filles que dans le passé, signe de l'implication des femmes au sein des unités déployées sur le terrain depuis les massacres du 7 octobre. Comme Neta, blessé sur toute une partie de son corps en raison de l'impact d'une roquette tirée par le Hezbollah. Ce genre de week-end nous force à sortir de chez nous, à nous réunir, à nous unir, à rire ensemble, avec une énergie positive. Chacune d'entre nous a une histoire personnelle différente et une propre gestion des difficultés liées aux blessures. Mais chacune d'entre nous est là pour l'autre. Ce n'est pas un cliché pour nous. Ensemble, nous sommes plus fortes et ensemble, nous gagnerons. On retrouve aussi le programme de surfeurs. L'un des participants ne voit presque plus, grièvement blessé par des obus à Gaza. Je me lève chaque matin avec mon handicap aux yeux, mais j'apprends à vivre avec cette déficience. Grâce à Dieu, je ne souffre pas de troubles traumatiques. Uniquement lorsque je pense à mes blessures, mais je suis entouré par beaucoup de gens. Ma famille, mes amis et surtout les membres de l'association. Nous parlons le même langage. Une équipe de football spécifiquement composée de jeunes blessés de guerre et de post-trauma va participer pour la première fois au Maccabiade à Miami en novembre prochain. Sans oublier le programme Canin qui permet aux participants de partager leurs émotions avec les chiens. Le journaliste et humoriste israélien Hanor Daum est venu les rencontrer ce soir-là. Ou comment transformer la peine et le stress post-traumatique en rire et en dérision. Non sans qu'il ne pose la question de savoir qui avait perdu 1, 2, 3, voire 10 frères d'armes. Tous et toutes ont levé la main. Une jeune génération décimée par les guerres, mais une génération aussi prise en charge par ce type d'association comme Beled Echad, pour ne jamais rester le cœur brisé. Autre défi, autre combat, alors que les abeilles disparaissent à un rythme alarmant en raison du réchauffement climatique, des pesticides et des maladies, une société israélienne a décidé de mettre la haute technologie au service de la nature. Grâce à l'intelligence artificielle, ces ruches du futur surveillent et protègent les colonies en temps réel. Reportage d'Émilie Frances et Océane Nicole. Saviez-vous que sans les abeilles, l'humanité n'aurait ni fruits ni légumes à manger ? Les abeilles sont responsables de 75% des fruits et légumes de la planète grâce à la pollinisation, comme les pommes, les tomates, les concombres, les avocats, les amanites, le café et le coton. Elles sont donc responsables de la pollinisation de toutes ces cultures pour 8 milliards de personnes. Mais comme dans toute bonne histoire, il y a un rebondissement. Un rebondissement particulièrement inquiétant car les colonies d'abeilles du monde entier s'effondrent à un rythme alarmant à 50% et ce phénomène ne cesse de s'amplifier. Les pesticides, le réchauffement climatique, les virus et l'effondrement de la biodiversité affectent les abeilles, les privant de ressources alimentaires suffisantes pour assurer la croissance de leurs colonies. Voici donc la solution proposée par Beewiz. Notre mission est de sauver les abeilles afin de garantir l'approvisionnement alimentaire mondial. Nous adaptons nos outils pour le bien-être des abeilles afin qu'elles survivent et prospèrent. Nous constatons un taux d'effondrement des colonies inférieur à 10%. Nous sommes là pour sauver les abeilles et Beewiz aide les apiculteurs à améliorer la pollinisation et à produire plus de miel. Bienvenue dans le futur de l'apiculture. Voici une maison à abeilles pouvant accueillir 8 à 10 colonies. Je n'ai jamais été aussi heureux d'être entouré d'abeilles, alors qu'avant je les fuyais.
Jusqu'à 1 million d'abeilles butinent dans cette maison ultramoderne, alimentée exclusivement à l'énergie solaire. Elle abrite 8 à 10 familles d'abeilles différentes appelées colonies et chaque ruche possède sa propre couleur. Elles travaillent, certaines s'occupent des jeunes, d'autres du couvain, d'autres encore nettoient la ruche. Certaines vont et viennent pour butiner le nectar et polliniser leur source de nourriture, d'autres prennent soin de la reine. Il y a donc différentes castes et différents rôles. Beaucoup de roquettes sont tombées ici, dans ce champ. De nombreuses serres ont été brûlées. Malgré la pluie de roquettes du Hezbollah qui s'abattait sur leur champ, l'équipe a travaillé par tous les temps. Il fallait absolument que ce soit utilisé ici, comme un abri. Depuis 150 millions d'années, c'est la reine des abeilles qui dirige une société matriarcale et elle conserve littéralement tous ses œufs dans un seul panier. À chaque accouplement, le mâle meurt. Ils n'ont qu'une seule chance. La reine pond 2000 œufs par jour pendant 6 ans après ce premier accouplement. Donc si la reine meurt ou quitte la colonie, l'un de ses œufs donnera naissance à une nouvelle reine. Les abeilles produisent une nouvelle reine, assurant ainsi la perpétuation de leur ADN. Si la colonie s'effondre et qu'il n'y a plus de reine, la lignée génétique disparaît. Nous ne dérangeons pas les ruches la nuit car elles n'apprécient pas cela. Elles sont matinales. Équipées de robotique, d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de vision par ordinateur et de solutions d'alimentation, cette grande sœur surveille des milliers de ruches à l'autre bout du monde, aux États-Unis. Les bords représentent toujours le miel et au centre le nid. Tout ce qui est rouge est une abeille. À l'intérieur du cadre, nous connaissons l'état de la ruche, ce qui est très important. Actuellement, ce cadre contient 54% de couvain. Et le robot peut également être commandé à distance, ce qui lui permet d'être plus efficace que l'humain, alors que le nombre d'apiculteurs est limité et leur méthode dépassée. Voici comment on pratique l'apiculture depuis 200 ans. On déplace les ruches, on les ouvre. Tout est manuel et demande beaucoup de main-d'œuvre. Nous utilisons le même mécanisme robotisé pour effectuer toutes les opérations. Nourrissage, lutte contre les parasites, déplacement des cadres, tout ce que fait un apiculteur pour assurer la santé des ruches et une pollinisation optimale. Nous simulons le travail d'un apiculteur. Lorsqu'un apiculteur sort un cadre, il le secoue. Notre machine fait de même. Elle secoue le cadre, le sort, compte les abeilles, puis le secoue. Et le résultat est dans le miel. L'équipe internationale Beeways gère 250 000 ruches pour les clients américains, parmi lesquels des apiculteurs et des producteurs d'abeilles. Et ces millions d'abeilles pollinisent les cultures toute l'année, chacune ayant sa propre saison de croissance. Nous commençons généralement la culture des amandiers en Californie et en Oregon. Puis nous nous étendons à l'intérieur des terres, au nord-est et en Floride pour les agrumes. Tout ça pour optimiser les ressources. L'augmentation de la production et de l'efficacité est devenue le moyen de survie pour les apiculteurs qui veulent développer leurs entreprises. Je pense que nous devons tous mettre nos talents au service de la sauvegarde de la planète. C'est une décision consciente. Si nous prenons tous le temps et faisons l'effort de sauver la planète, nous aurons une chance de laisser un monde meilleur à nos enfants. Il est né au Liban, dans une famille chrétienne. Il a connu l'exil et choisi de faire entendre une voix rare au Moyen-Orient, celle d'un homme attaché à ses racines libanaises et profondément reconnaissant envers Israël. Jonathan El-Khoury est aujourd'hui un fervent défenseur du rapprochement entre les deux pays. Il était l'invité de Myriam Aman. Oh no, I'm really sad that I'm stuck in Israel. You know, I have public health care, endless water, electricity, public education system, amazing infrastructure, higher education system that is recognized worldwide and also affordable. You know, in these difficult times, I have an amazing system that protects me almost 100% from ballistic missiles that are sent by your friends. And I have a shelter in my house. But you know, this is so bad. Nous sommes en ligne avec Jonathan El-Khoury. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc israélien et libanais. Pourquoi avoir décidé de vous engager dans la diplomatie publique et la défense d'Israël? Ce n'est pourtant pas la voie la plus facile.
Effectivement, ce n'est pas simple du tout. J'ai mes opinions, bien sûr, mais mon engagement dans la diplomatie publique est avant tout né de mon histoire personnelle. Je suis cet enfant de 9 ans qui est arrivé en Israël et qui a découvert que beaucoup de gens ici ne savaient pas qui nous étions. Ils ne comprenaient pas ce qu'était l'armée du Liban Sud, ni pourquoi nous avions coopéré avec Israël. Pourtant, cette coopération existait dans l'espoir de la paix. À l'époque, on parlait de la bonne clôture. L'objectif était de créer une zone stable. Même au sein de la société arabe israélienne, beaucoup nous considéraient comme des traîtres sans vraiment comprendre notre histoire. J'ai donc commencé par raconter mon propre parcours, expliquer qui nous étions. Derrière moi, vous voyez d'ailleurs un demi-drapeau libanais et un demi-drapeau israélien. Cette identité particulière est née après mai 2000, celle d'un Libanais israélien. Au départ, mon but était simplement de raconter mon histoire et celle de l'ALS. Puis, j'ai compris à quel point on racontait souvent l'histoire d'Israël de manière erronée. Comme on avait déformé mon histoire, on déformait aussi celle d'Israël. Aujourd'hui, Israël est mon foyer. Je veux défendre mon foyer exactement comme je me défends moi-même. Jonathan, vous êtes très actif sur les réseaux, mais vous voyagez aussi beaucoup à l'étranger pour rencontrer des gens. Après le 7 octobre, j'imagine que c'est devenu encore plus difficile. Comment êtes-vous accueilli sur les campus, par exemple ? En réalité, mon activité a commencé sur les campus universitaires à l'étranger vers 2015-2016 lors de ma première délégation. Les gens ne savaient pas quoi faire de moi, ils ne savaient pas où me placer. On me disait « Vous êtes juif ?» Je répondais « Non, je suis chrétien et je vis en Israël. » Alors ils me demandaient « Comment est-ce possible ? Comment un Libanais peut-il vivre en Israël ?» Très souvent, j'ai l'impression de leur couper l'herbe sous le pied. Cela crée un nouveau point de départ pour la discussion. Bien sûr, certains m'accusent d'être un agent du Mossad, un infiltré, un traître ou mille autres choses. Traître est probablement l'insulte la plus fréquente. Mon objectif principal est de soutenir les étudiants juifs et israéliens. Je peux leur apporter beaucoup d'informations, que ce soit sur l'histoire d'Israël ou du Liban, ou sur la vie en tant que minorité en Israël. Cela leur donne des outils pour répondre aux accusations et expliquer la société israélienne dans toute sa complexité. Parlons maintenant de ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah. Comment est-ce que vous vivez cette situation depuis le 8 octobre, d'autant plus que vous êtes devenu une cible du Hezbollah qui entend tout ce que vous dites ? On peut dire que je suis une cible du Hezbollah depuis plusieurs années déjà. En 2020, une campagne a été lancée au Liban contre les anciens membres de l'ALS vivant en Israël. Ma photo figurait sous un slogan disant « Une balle dans la tête, c'est ce qu'ils méritent ». Pour le Hezbollah, nous méritons la mort. Depuis le 8 octobre, ce que je vois, c'est avant tout la tragédie du Liban. Une organisation terroriste contrôlée, financée et armée par la République islamique d'Iran a entraîné le Liban dans une guerre qui ne répond à aucun intérêt national libanais. D'abord, lorsqu'elle a soutenu Gaza et provoqué des frappes israéliennes contre le Hezbollah sur le territoire libanais. Ensuite, lorsqu'elle a rejoint directement la guerre menée par l'Iran contre Israël. À chaque fois, c'est le Liban tout entier qui a été entraîné dans un conflit qui n'était pas le sien. Mais je constate aussi un changement profond dans l'opinion publique libanaise. De plus en plus de Libanais ont surmonté leur peur et osent désormais critiquer le Hezbollah et ses armes. Pour moi, c'est la première fois que la véritable voix du peuple libanais peut s'exprimer aussi clairement. C'est un changement positif. Malheureusement, il a fallu une guerre pour y parvenir, mais il est temps que le Liban mette fin au projet du Hezbollah. Jonathan, est-ce que vous croyez, vous, à la paix entre Israël et le Liban ?
Oui, sinon je ne pourrais même pas me lever le matin. Cela fait 26 ans que je vis en Israël. Je dis toujours, le Liban est ma patrie, Israël est mon foyer. Toute ma vie est ici, mon avenir est ici. Mais j'espère un jour retourner au Liban, rencontrer la famille que je n'ai jamais connue, mes cousins, mes grands-parents. Certains sont morts pendant que nous étions en Israël. Et je n'ai même pas pu assister à leurs funérailles, ni me recueillir sur leur tombe. Cette espérance est ce qui me pousse à continuer. Je poursuis mon travail. Je dialogue avec les médias libanais. J'ai déjà été interviewé par plusieurs grands médias du Liban, précisément pour cette raison, réparer l'injustice historique qui a été faite à nos parents et à nous-mêmes. J'essaie de créer des ponts entre Israéliens et Libanais. Je le fais ici en Israël, mais aussi au Liban. Et cette fois, j'ai le sentiment que les choses peuvent être différentes. Il y a de l'espoir dans l'air. Je crois que la paix est possible de notre vivant. On marque une courte page de pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de votre émission. Restez avec nous. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Les salades sont ici, brocolis... Bonjour, pardon. Excusez-moi. Vous n'étiez pas au courant ? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet Garantie, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Israël-Somaliland, le pari historique. Un accueil d'État officiel dans le seul pays au monde qui puisse lui en offrir un. Le président du Somaliland foulant le tapis rouge en direction de la résidence du président israélien à Jérusalem. Signe d'une relation privilégiée naissante entre le Somaliland et Israël. Les magnifiques images du peuple du Somaliland brandissant des drapeaux israéliens pour célébrer cette nouvelle relation ont réchauffé tous nos cœurs, monsieur le président. Aujourd'hui, nous sommes tout aussi heureux de voir les drapeaux d'Israël et du Somaliland flotter ici, à la résidence présidentielle et dans tout Jérusalem. Israël a reconnu le Somaliland en décembre dernier, premier pays à le faire et le seul à ce jour. Certains États ont traité le Somaliland comme une entité indépendante, mais seul Israël lui a accordé une reconnaissance officielle. Les Somalilanders sont enthousiastes, du président Abdirahman Mohamed Abdullahi jusqu'au dernier citoyen. Israël a pris part à un moment qui restera gravé dans l'histoire diplomatique de notre nation, et nous ne prenons pas ce geste à la légère. Le président Abdullahi s'est également rendu au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, un moment fort, chargé de symboles. L'apogée de la visite est pour demain. Le président Abdullahi rencontrera le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et inaugurera l'ambassade du Somaliland à Jérusalem. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois à lundi sur i24 News.
parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie, parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. De votre émission. Merci d'être resté avec nous. Et pour ouvrir cette deuxième partie, direction l'espace est l'une des ambitions les plus vertigineuses d'Elon Musk. Avec Starlink, le patron de SpaceX déploie une véritable autoroute Internet au-dessus de nos têtes. Une révolution technologique sans précédent qui suscite autant de fascination que d'inquiétude. Retour sur l'incroyable aventure Starlink. Fournir un accès à Internet haut débit dans une grande partie du monde, y compris les zones moins densément peuplées et loin de toute infrastructure, c'est l'objectif de Starlink. Créé par Elon Musk, Starlink de la société SpaceX répond à un besoin suscité par la croissance des nouveaux usages d'Internet, comme les jeux vidéo en réseau ou encore les appels en visioconférence. Concrètement, Starlink est une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse, entre 500 et 2000 km d'altitude, un moyen de diminuer le temps de réponse, la faisant ainsi passer de 600 à 20 000 secondes. Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que l'orbite géostationnaire qui est elle beaucoup plus loin de la Terre. Starlink a été lancé en 2019 mais la constellation est toujours en cours de déploiement et pour l'instant environ 9400 satellites sont opérationnels et orbitent déjà autour de la Terre. Mais l'objectif d'Elon Musk est bien plus grand, disposer à terme de 42 000 satellites dans l'espace. Le régulateur américain des télécommunications vient de donner son autorisation à SpaceX pour qu'il déploie dans les prochaines années près de 7500 nouveaux satellites Starlink de seconde génération dans l'espace. Elon Musk devrait ainsi avoir envoyé dans l'espace 50% des satellites de seconde génération d'ici le 1er décembre 2028, le reste devant être en orbite avant décembre 2031. Problème, ces milliers de satellites entraînent l'arrivée de tonnes de matériaux dans l'atmosphère terrestre chaque jour, ce qui pourrait engendrer un nouveau trou dans la couche d'ozone et bouleverser encore plus le climat mondial. Une série à succès, une innovation qui change nos vies ou une application que nous utilisons tous les jours. Voilà des leviers d'influence plus puissants que la diplomatie traditionnelle. C'est la bataille du soft power, une guerre où chacun cherche à séduire plutôt qu'à contraindre. Et malgré les campagnes de boycott, Israël continue de faire rayonner son savoir-faire bien au-delà du Moyen-Orient. Longtemps associé aux questions de sécurité, Israël a aussi bâti sa réputation sur d'autres terrains. Le pays excelle dans de nombreux domaines qui participent à son soft power. Il y a d'abord la technologie. Israël s'est imposé au fil des décennies comme la Startup Nation, un surnom qui n'a rien d'un slogan. Le pays possède l'un des écosystèmes d'innovation les plus dynamiques au monde et affiche l'une des plus fortes concentrations de startups par habitant. Et Israël enregistre des succès mondiaux comme Waze, l'application de navigation rachetée par Google, Checkpoint, l'un des leaders mondiaux de la cybersécurité, ou encore Monday.com, spécialiste des logiciels de gestion collaborative, aujourd'hui coté au Nasdaq. Israël est aussi un leader en matière d'agriculture. Malgré un climat aride et une superficie limitée, le pays a réussi à développer un savoir-faire hors norme qui combine des technologies de pointe et des infrastructures de gestion de l'eau. Israël est pionnier dans l'irrigation au goutte à goutte et le recyclage des eaux usées, des procédés qui contribuent à la bonne réputation d'Israël à l'étranger. Israël est aussi une puissance mondiale de premier plan en matière de recherche scientifique. Le pays se distingue par le nombre de scientifiques par habitant et un impact élevé de ses publications. Et n'oublions pas la médecine. Israël se classe au premier rang mondial pour le nombre de brevets de dispositifs médicaux par habitant. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute le PillCam, une capsule de la taille d'un cachet que le patient avale pour filmer l'intérieur du tube digestif sans anesthésie ni endoscopie invasive. Autre terrain d'influence, la culture. Depuis une quinzaine d'années, les séries israéliennes connaissent un succès mondial. Qui ne connaît pas Fauda ? Cette série d'action plonge le téléspectateur dans le quotidien d'une unité d'infiltrés israéliens qui lutte contre le terrorisme
Il y a aussi Téhéran, qui propose de suivre une agent du Mossad envoyée en mission en Iran. Ou encore Shtisel, qui propose une immersion dans la vie d'une famille orthodoxe de Jérusalem. N'oublions pas Khatoufim, qui a été adapté par Hollywood sous le nom de Homeland, et Betty Pool, centrée sur les séances d'un psychothérapeute et qui a donné naissance à la série américaine In Treatment, puis à son adaptation française, En Thérapie. Ces productions sont devenues un véritable instrument de soft power, car au-delà du simple divertissement, ces séries véhiculent des messages subtils sur la société israélienne. Elles montrent une société diverse et souvent éloignée des clichés. Après le soft power culturel et technologique, place au soft power de l'innovation. Et si demain, les molécules les plus précieuses des plantes étaient produites en laboratoire plutôt que dans les champs, c'est le pari d'une société israélienne qui veut réinventer l'agriculture à l'ère du changement climatique. Son nom, BioHarvest. Son PDG, Zaki Rakib, était l'invité de Christopher Barolin dans Innovation. La transformation a déjà commencé dans plusieurs secteurs. Et dans les nutraceutiques, nous avons déjà commercialisé des produits. Dans l'alimentation, nous développons des édulcorants naturels avec une entreprise très grande aux États-Unis, Tate & Lyle. Dans la parfumerie, on produit durablement des composés végétaux rares, sans avoir besoin d'exploiter ou d'abattre les plantes ou les arbres dont ils proviennent. La force de notre plateforme est qu'une même technologie peut répondre simultanément aux besoins de plusieurs industries. Et à plus long terme, oui, nous pensons que l'industrie pharmaceutique pourrait également être profondément transformée, car de nombreux médicaments sont issus de plantes, alors que leur extraction traditionnelle reste coûteuse, variable et difficile à industrialiser. Donc un impact économique, un impact écologique aussi. Vous avez des estimations sur ce que vous arrivez à faire économiser en termes d'argent et en termes d'eau, de nutriments? Ouais, sont très considérables les économies. Hein. Au lieu de cultiver de vastes surfaces pour obtenir de faibles quantités d'ingrédients actifs, nous cultivons uniquement les cellules productrices. À partir d'un simple échantillon végétal, nous pouvons générer une production pratiquement illimitée. Cela réduit fortement l'utilisation des terres agricoles, la consommation d'eau, l'empreinte environnementale globale, tout en préservant les ressources naturelles. C'est une fraction d'électricité ou de l'eau qu'on a besoin si on fait de la simple agriculture. C'est complètement différent. C'est donc l'agriculture de demain que vous êtes en train de fabriquer, si on peut dire? Oui, c'est ça au moins pour l'application qui est pour la santé. Pas toujours pour remplacer la nourriture, mais quand même, c'est une belle utilisation de la biologie et la biologie programmable pour savoir créer ou produire des produits qui sont pour la santé. Quelles sont les prochaines étapes? Comment va évoluer votre entreprise dans les 5-10 prochaines années? Comment vous l'espérez ou comment va-t-elle vraiment évoluer? Donc, ce qu'on va faire dans les années prochaines, c'est de continuer à faire un progrès avec les 4 industries que j'en ai parlé et avoir plus de produits, à faire beaucoup d'accords avec des entreprises dans les 4 industries. Et on a fait à peu près 35 millions de dollars l'année dernière. On va faire à peu près 50 millions cette année-là. Donc, on est très optimiste pour le futur de l'entreprise. On a beaucoup parlé des évolutions du marché ici en Israël, avec la guerre, avec les problèmes géopolitiques qu'Israël connaît. C'est toujours un atout de développer des technologies aujourd'hui dans un écosystème israélien avec ce qu'apporte la technologie israélienne? Bon, c'est plus difficile. Faut dire la vérité, c'est pas facile. On a des jours que c'est difficile d'arriver
à l'usine ou à l'entreprise. Mais en tout cas, on est un peuple persévérant, je ne sais pas si c'est en français, et on fait l'effort et on a réussi de produire, de continuer le développement, même dans les conditions qui sont pas simples. Mais comme j'ai dit, on a le désir, on a la passion et on va réussir. Une étoile Michelin, une première mondiale et un chef israélien aux commandes. En un an à peine, Ras Shabtai a propulsé son restaurant kasher de Miami au sommet de la gastronomie internationale. Un succès qui bouscule les codes et ouvre un nouveau chapitre pour la haute cuisine kasher. Il était l'invité de Miri Maman. Regardez. C'est une des choses qui sont tellement cachées et sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Il y a des lignes directrices que nous suivons qui sont connues, mais ils apparaissent un jour au restaurant. Vous savez pas pourquoi, vous savez pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Ils te disent rien et tout à coup vous recevez un mail qui vous dise ah bah non, on a été chez vous, remplissez des documents et on vous dira ce qui va se passer. Et en effet, je pense que si Michelin arrive en Israël, nous serons le pays avec le plus grand nombre d'étoiles Michelin au monde. Je pense que le chef israélien est le meilleur cuisinier au monde. Je pense que notre palais, notre nourriture, notre créativité sont quelque chose qu'on ne revoit nulle part ailleurs au monde. Et le fait même que j'ai amené ici le monde de la cuisine cachère à un tel endroit, à tel niveau, on est les premiers au monde qui ont quelque chose de ce type, eh bien, c'est formidable, c'est magnifique, j'adore. Ce qui fait de votre étoile quelque chose de vraiment spécial, c'est que c'est la première d'un restaurant kasher et vous nous confirmez, vous êtes 100% kasher. Nous sommes complètement kasher, avec tous les certificats, avec un surveillant de cache-route 24 heures sur 24. Tant qu'on est ouvert, on est vraiment sous Kosher Miami comme sauce et tout est kasher. Notre viande est Bet Yosef. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'une limite doive prendre un chef et le mettre sous pression à tel point qu'il se dise « bon voilà, je ne peux plus faire ça ». Au contraire, un chef, c'est quelqu'un de créatif. La nourriture, c'est de l'art. Il faut comprendre la muse. Je travaille avec des sociétés locales, avec de la viande locale. Nos matières premières sont des matières premières de niveau Michelin. Alors, je fais pas avec le beurre et la viande, j'ai pas de fruits de mer, pas de problème. Je crée un menu qui permet d'utiliser ce qui convient. Et ça a plu aux critiques de Michelin. Raz, je m'excuse d'avance, mais je suis obligée de vous poser cette question, mais ça ne devrait rien avoir avec ça ne devrait avoir rien à voir, avec la cuisine ou la restauration. Mais on sait que les Israéliens sont marqués au feu rouge à l'étranger. Est-ce que vous avez vécu une expérience ou ressenti de l'animosité de la part des anti-israéliens? À mes yeux, la nourriture, c'est un pont qui rapproche les gens les uns des autres. Si je commence à me concentrer combien on nous aime pas, combien on veut pas de nous, combien on nous croit pas, combien on nous veut pas, écoutez, franchement, il y a tellement de souffrance dans le monde, ça va comme ça. Moi, je me concentre sur les belles choses, sur les gens qui me soutiennent, qui m'aiment, de France, du Brésil, de Colombie, on nous envoie des messages. C'est ça que je veux voir. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas. Et rien à faire, c'est comme les livres. Vous aimez pas le livre, pas de problème. Moi, je ne vais pas dire que le livre est mauvais. Si vous voulez dire que le livre est mauvais, c'est votre problème. Moi, je me concentre sur le soutien, l'amour, tous ceux qui nous soutiennent. Il y en a plein. Oui, on a eu aussi dans les revues de Google, on nous a mis écrit des trucs pas bien, mais ça fait partie du processus. Mais plus que tout, on nous a montré combien on nous aime. Une dernière question, le menu que vous proposez est inspiré de vos différentes expériences. On a vu des photos, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Il est aussi inspiré des plats israéliens, de Jérusalem en particulier où vous avez vécu.
Notre menu change tous les 3 mois parce que nous travaillons avec des sociétés locales. C'est vrai que le menu est jérusalemitain, de Jérusalem, israélien, proche-oriental, mais il est tout à fait fidèle à la Floride avec nos fournisseurs de matières premières et on fait notre menu avec ce qui pousse ici. Je peux écrire des menus autant que je veux. Si ça pousse pas ici, je pourrais pas faire quoi que ce soit. Donc j'aime bien prendre les choses que j'ai mangées quand j'étais enfant, là où j'étais, et y inclure toutes sortes de techniques et de lieux où j'ai travaillé, des choses que j'ai déjà fait. Oui, absolument. Après un volet culinaire, place à la musique. 13 ans après avoir quitté Tel Aviv pour se lancer dans l'aventure The Voice, Amir retrouvera ce soir la ville qui a vu naître son destin artistique. Un retour aux sources chargé d'émotions pour l'artiste franco-israélien qui était cette semaine l'invité de l'émission Ça se débat. Vous savez, on dit que c'est toujours plus compliqué de chanter devant sa famille. Et c'est dans les moments où il y a les gens qui nous connaissent le mieux et ceux qu'on a le plus envie d'impressionner qu'on se retrouve un peu largué, inquiet, plein de trac. Je suis exactement dans cet état-là, dans un état de grande émotion, d'impatience en même temps. C'est un énorme symbole pour moi que de venir chanter à Tel Aviv. C'est la ville depuis laquelle, dans mon petit appartement d'étudiant, j'ai fait mon casting pour The Voice en 2013. Et je savais pas que ça allait complètement m'arracher de ma vie, de mon pays, de mon métier de dentiste, et que je serais là aujourd'hui, 13 ans plus tard, à vous parler d'un concert. Enfin, c'est une date symbolique. C'est un retour, et j'ai longtemps hésité. Je voulais garder un côté très... Disons que j'appelais ça un sanctuaire, moi. Je pouvais me balader à Tel Aviv avec un pyjama, des tatanes. Tout était beaucoup plus libre. Je jouissais d'un grand anonymat. Et depuis quelques temps, il y a une série télé qui tourne et il y en a d'autres qui arrivent. Et je sais pas, il y a un truc, finalement, la notoriété m'a rattrapé. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était de venir transformer ça en un concert et partager un moment de live avec le public, ouais. Est-ce que vous adaptez vos morceaux joués sur scène lorsque vous êtes en Israël? Est-ce qu'il y aura peut-être des morceaux en hébreu? J'ai pas attendu Tel Aviv pour ça. Il y aura des morceaux en hébreu parce que j'en ai fait tout le long de ma tournée et je continuerai à les faire à Tel Aviv aussi. Il y aura peut-être d'autres interventions parlées parce que je pense que ça va beaucoup m'inspirer d'y être et de retrouver plein de franco-israéliens comme moi. On a encore plus de repères communs et de notions partagées. Donc il y aura peut-être quelque chose qui changera de cet ordre-là. J'imagine que vous suivez chaque année l'Eurovision avant votre participation, mais aussi depuis votre participation. Un mot peut-être sur Noam Betan qui a représenté Israël cette année à l'Eurovision. Est-ce qu'il vous a fait penser à vous il y a quelques années? Forcément. D'abord, j'adore ce qu'il fait. Je l'ai même envié à certains endroits parce que je pense qu'il a fait mieux que moi à plein de moments et sur plein de choix. Mais il a brillé. C'était à ça d'une victoire, c'était très impressionnant, j'ai tout suivi. Et comme je connais Noam depuis longtemps, j'avais l'impression de soutenir un ami. Voilà, je suis très très fier de ce garçon. Je pense qu'il a fait un chemin remarquable et que depuis qu'on se connaît, j'ai vu une métamorphose très impressionnante dans sa qualité musicale, vocale et même dans... Je pense qu'un artiste est beaucoup aussi... comment dire, estimé par rapport à ce qu'il arrive à dire, à penser et à ce qu'il arrive à transmettre comme message au-delà de son art. Et ce garçon, je suis ses interviews, je le vois parler, il m'étonne dans sa maturité et je pense qu'il a un très bel avenir devant lui. En l'espace de 2 ou 3 mois, j'ai eu l'énorme privilège et fierté d'être décoré officier des arts et des lettres, puis chevalier de l'ordre du mérite. C'est des très grands titres. Parfois, ils me paraissent un peu trop grands pour moi, mais ça m'a beaucoup ému, surtout quelques mois à peine après un boycott assez radical contre mes concerts, qui a, Dieu merci, pas beaucoup réussi, mais je pense que dans des moments où on se sent un peu
un peu trahi et qu'on a une peine de se dire qu'on est là pour partager la paix et l'amour et que les gens ont du mal à le comprendre. Certaines personnes ont du mal à le comprendre. L'establishment décide autrement et je pense que ces médailles portent un symbole qui va bien au-delà de la distinction traditionnelle. C'est une manière, je pense, à la France de dire on t'apprécie, on est avec toi, et c'est ce qui m'a le plus touché dans cette démarche. Et après Amir, place à une autre grande voix de la chanson francophone. Gilbert Montagné était lui aussi notre invité au micro de Christian Mallard. L'artiste est revenu notamment sur les grands bouleversements géopolitiques actuels. Il a aussi partagé son analyse de la situation au Moyen-Orient et ses préoccupations face à un contexte international de plus en plus instable. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par la politique étrangère. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens très bien que vers 9-10 ans, j'étais intéressé par le Congo, Patrice Lumumba et tout ça. C'est étrange, bon. Maintenant, il y a des choses pour un néophyte comme moi qui semblent pourtant complètement évidentes. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie internationale saillante. Par exemple, sur le Liban, pays que j'aime beaucoup. Moi, je vois, on va dire que je suis un voyant non-voyant. J'imagine vraiment la paix entre Israël et le Liban, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a juste pas de raison. On a tellement de points communs. C'est un public fantastique au Liban. Comme mais Israël, pas de paix tant que l'Iran sera derrière le Hezbollah. Ben évidemment, mais tout le monde le sait, alors ça. Et je ne comprends pas que le monde entier ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations, on dit, ah oui, il ne peut pas y avoir de paix sans le désarmement des Hezbollah. Ok, mais ça fait des années que c'est comme ça. C'est hypocrite. Par exemple, il y a la finule. La finule, tout le monde sait, moi qui suis néophyte, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Ils n'ont aucun pouvoir, je veux dire. Ils sont là pour regarder, pour observer. C'est n'importe quoi, je veux dire. Il y a des choses, on se demande comment c'est possible. C'est dingue. Moi, je suis pour une vraie paix, mais pas une paix qui dure 3 jours, parce que ça ne sert absolument à rien. Au contraire, je pense qu'on a tout à gagner en se rapprochant les uns des autres. Et il est évident que si le monde s'y mettait, on va dire, eh bien le Hezbollah serait désarmé. Mais il y a longtemps que c'est comme ça. Et je ne comprends pas qu'on laisse une situation perdurer et puis qu'il n'y a qu'un seul pays qui va au charbon, ben c'est Israël. Diriez-vous, Gilbert, que tant que le régime iranien sera présent dans la région, Israël sera menacé de destruction, parce que c'est son but ultime à l'Iran. Mais c'est ça qui est dramatique. Je ne comprends pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à vouloir ça? Et puis, il n'y a pas que Israël qui est menacé, mais moi je pense que l'Occident, bien sûr, alors que le peuple iranien est fantastique. Il mérite vraiment beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. Et là aussi, je veux dire, si le monde occidental s'était uni et puis s'était mis tous ensemble, on n'en serait pas là. Évidemment que les gens ont peur de se révolter là-bas, étant en une journée, ils en ont tué 30 000 ou 40 000. Je pourrais m'entendre avec beaucoup de monde, même si on n'est pas d'accord, parce que, encore une fois, la cohésion, c'est très important. Moi, je suis du monde de la musique. La musique, ça rassemble, et c'est ce qu'il faut, en fait, encore une fois, se rapprocher. C'est pas de la naïveté de dire ça, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on soit plus ensemble que éloignés, parce que éloignés, on gagne rien. Mais il faut une volonté politique, Gilbert. Oui, mais il faut une volonté, minimum d'intelligence, hein, c'est rien tout ça. En tout cas, je repense à ça, je voudrais rendre un hommage à tous les gens qui souffrent, tous les gens qui vont aux abris, d'où qu'ils viennent. Hein, c'est dramatique, quoi. Je veux dire, c'est une situation que je connais pas, et les petits enfants sont traumatisés, d'où qu'ils viennent, encore une fois. Hein, la guerre n'a pas d'étiquette, je veux dire, malheureusement. Un jour, j'étais au Liban et un journaliste m'a dit, Monsieur Montagné, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous diriez de la guerre?
Et j'ai une phrase qui ne pouvait pas venir de moi parce que je ne suis pas assez intelligent pour ça, mais c'est du ciel que ça m'est arrivé. Je lui ai dit, la guerre, c'est du sang et des larmes pour tout le monde. C'est tout ce que c'est. Redonner aussi aux jeunes le sens du patriotisme, c'est très important. On a fait une belle connerie d'arrêter l'armée comme elle était, l'armée... parce que ça, c'était et moi, je comprenais pas ça à l'époque. Mais effectivement, j'ai failli aller à l'armée, moi, en France. Et j'étais en tournée. Moi, je me suis pas présenté au conseil de révision. J'ai été recherché en tant que déserteur. Imaginez, les gendarmes sont venus chez mes parents. Et donc, j'ai eu sur mon livret militaire, j'en ai un. Et je suis pas réformé, mais je suis exempté. Mais en cas de mobilisation générale, sera affecté aux transmissions. J'adore les transmissions, donc ça m'aurait branché, ça. Bon, ils n'ont pas appelé. Et vous transmettez bien aujourd'hui. Et dans un tel contexte, oui. Quel peut être pour vous l'avenir du Moyen-Orient? Et quel avenir? L'avenir du Moyen-Orient, c'est qu'il faut chercher toutes les solutions d'une paix durable, une vraie paix durable. Pas bullshit, pas un truc, il y aura la paix, ça dure 2 mois et puis on recommence, parce que c'est pas possible. C'est une tellement belle région. Vous savez, je suis allé un jour avec mon épouse en un reportage en Égypte et on a atterri aussi en Jordanie. Ben, la Jordanie, ils ont été fantastiques. Je veux dire, les gens, le monsieur qui avait un paquebot, un bateau, il m'a fait la surprise de nous convier dans un déjeuner extraordinaire. Le magazine de la rédaction, c'est fini pour cette semaine. Vous retrouverez Océane Nicole la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très bonne soirée sur notre antenne.